Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des esprits, pour vous parler de religion, de mythologie, et pour vous expliquer pourquoi les esprits sont souvent représentés dans les cultures et dans les religions avec des ailes. Pourquoi représente-t-on les démons, les anges ou les dieux ailés? Quelle est la cause de ces représentations? Pourquoi les esprits, les dieux sont souvent au ciel, sont des êtres qui peuvent s'envoler, qui peuvent se transporter dans l'espace? Pourquoi nous représentons des individus ailés représentant des esprits invisibles, puisqu'on ne les perçoit pas dans le monde réel, mais on explique ces esprits aux hommes, on les fait rentrer dans les religions que les hommes, que les civilisations créent, on fait rentrer ces esprits dans des représentations ailées. Quelle est la cause fondamentale qui fait que l'homme, au cours de son évolution, a généré cette notion d'esprit et de Dieu, mais aussi ces représentations de divinité et d'esprit avec des ailes. Vous allez voir que les causes sont tout simplement des causes physiques et organiques très simples qui viennent de notre façon de vivre et de la façon dont les hommes ont évolué et ont acquis un langage complexe avec des notions de temps. Et que la représentation des esprits avec des ailes est tout simplement liée à notre morphologie de bipède qui a généré des notions de temps dans notre langage et que tout ça fait partie d'un continuum biologique, un continuum d'évolution, quelque chose de darwinien, comme on peut dire, qui mène en fin de compte à la religion et à la représentation d'esprits ailés. Alors je vais revenir au début de l'humanité, quand nous nous sommes retrouvés, quand nos ancêtres se sont retrouvés en savane, des êtres bipèdes qui erraient dans ces vastes plaines où régnaient les grands fauves, donc des vastes plaines extrêmement dangereuses avec des hautes herbes, et cette bipédie leur a apporté quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la libération des membres supérieurs et la capacité d'indiquer les directions, d'indiquer où ils allaient et d'où ils venaient, permettant des communications spatiales, d'indiquer l'endroit où ils voulaient aller et d'indiquer l'endroit où ils venaient, donc d'indiquer le passé, je viens, et le futur, je vais. Donc d'avoir un début de notion de temps dans le langage. Quand nos ancêtres se sont retrouvés en savane, ils ont commencé, bipèdes, à indiquer où ils allaient, d'où ils venaient pour organiser leur chasse, pour organiser leur déplacement. Ils ont mis sur ces gestes qui indiquaient je vais, je viens, ils ont mis des sons, comme je dis tout le temps, ouhou, je vais, haha, je viens. J'enlève les gestes et il me reste dans mon langage des notions de temps. Ouhou, je vais, le futur. Haha, je viens, le passé. Et ainsi, l'homme était né, l'homme qui est cet animal capable de parler du futur et du passé, capable par cette communication de se projeter par ce langage, par ce son, haha, qui indiquait le passage au passé ou le passage au futur, dans un passé mémoriel, et par cela, de réactiver les connexions neuronales correspondant à des souvenirs essentiels à la survie de l'individu, donc à la survie aussi du groupe, mais aussi d'organiser par ce son, c'est un exemple, peut-être autre chose, un autre son, capable d'organiser des actions futures, dans le genre on va, futur, chasser, toi là, toi aller par là, c'est hi. Au début un langage très simple, mais avec ces notions de temps propres à l'homme qui leur permettaient de
consolider la mémoire en parlant du passé et d'organiser des actions futures et de préméditer des actions par le langage, donc d'organiser des chasses, d'organiser des collectes, d'organiser des défenses, des protections par ce son, ce simple son qui indiquait futur. L'homme est le seul animal, avec bien sûr l'éléphant que j'ai déjà expliqué, capable de parler du passé et du futur, capable de dire je suis, mais aussi j'étais et je serai. Et le fait d'avoir ces notions de temps dans le langage a permis à l'homme de se concevoir décorporé dans un futur ou dans un passé, donc dans un futur hypothétique ou un passé mémoriel, et ainsi de se concevoir pur esprit projeté dans l'espace et le temps, dans un temps futur ou dans un passé mémoriel, de se projeter dans l'avenir et le passé, et ainsi de se concevoir décorporé, de concevoir l'esprit en dehors du corps, et ainsi d'avoir les premières conceptions de religion des esprits, les esprits de la nature, comme les chamans qui invoquent les esprits, mais ces religions primitives, qui devaient être chamaniques, étaient liées totalement aux notions de temps qui permettaient à l'esprit humain d'errer dans un futur hypothétique et dans un passé mémoriel et de concevoir l'esprit décorporé du corps. Et par cette conception de l'esprit décorporé du corps, de concevoir la persistance après la mort de l'individu et la corruption du corps et la destruction des parties du corps qui, par le pourrissement, se désagrège dans la nature et revient au monde, mais de concevoir que la finitude de la mort n'est pas forcément une finitude et que l'esprit peut perdurer, puisque si l'on est capable de projeter l'esprit décorporé dans le futur ou le passé par le langage, peut-être que cet esprit restera après la mort. Et ainsi, l'homme pouvait se rassurer et commencer à créer une mythologie qui lui permettait de se rassurer, mais aussi d'essayer de concevoir ce monde par l'esprit, ce monde si étrange, ce monde dans lequel il vivait, ce monde qu'il essayait de maîtriser, et ce monde qui lui faisait peur par la finitude de l'individu. Donc l'homme a créé par le verbe la notion d'esprit, cet esprit qui se projette dans le temps et l'espace. Et c'est le verbe qui fait l'homme, le verbe qui est à la naissance, c'est-à-dire la notion de temps, qui est à la naissance des religions et des notions de Dieu, puisque si l'on meurt, peut-être que l'esprit persiste, puisque on est capable de se concevoir par les notions de temps dans le futur et le passé, sans le corps, et on conçoit l'esprit des ancêtres, l'esprit de la nature, l'esprit des animaux. Alors, une des plus grandes observations qui était faite en paléontologie humaine, dans l'étude de la paléontologie humaine, c'est un chercheur que j'ai vu qui expliquait que sur les fresques de Lascaux, alors Lascaux c'est cette grotte en France, formidable, qui date de 18 000, 17 000 ans, où on voit des représentations de taureaux, des représentations d'animaux que les hommes chassaient. C'était cette calorie fantastique, cette calorie rêvée qui permettait aux hommes de survivre, mais aussi de transmettre la vie, de se protéger, puisque ces animaux permettaient d'avoir des peaux et d'avoir de la nourriture. Donc c'était pour eux leur Eldorado, c'était des hommes qui vivaient de la chasse. Donc ils peignaient des animaux, et dans ces grottes, il y a visiblement, et ça il y a un paléontologue, je ne me souviens plus de son nom, que j'ai vu dans une émission récemment, qui a fait une remarque extrêmement intelligente, montrant visiblement la première représentation d'un esprit. Et vous allez voir que les esprits sont ailés pour la bonne raison que nous nous projetons dans l'espace et le temps
comme un oiseau se projette dans l'espace, un oiseau vole, et nous concevons l'esprit capable de franchir des distances énormes, comme un oiseau. L'oiseau va devant, va derrière, l'oiseau est dans les cieux, et l'oiseau est comme l'esprit de l'homme. Et on peut s'apercevoir à ce moment-là que à la SCO, vous allez voir, c'est magnifique. Vous avez ici une représentation d'un homme qui a visiblement été tué par un bison. Alors, quand on a une érection comme ça, c'est souvent qu'on a eu une rupture de la moelle épinière et qu'on est en train de mourir. Vous savez, c'est l'érection du pendu. Et on voit que cet homme a une tête d'oiseau et qu'à côté, il y a un oiseau. Et ce que disait ce chercheur, qui est une observation fondamentale, c'est que peut-être que cet homme oiseau est en vérité tout simplement un homme mort, et il représente l'esprit de l'homme comme un oiseau qui est là, l'homme est mort et son esprit s'est envolé, son esprit est parti, comme on peut faire partir notre esprit dans l'espace et le temps grâce à notre pensée et aux notions de temps. Et il y a 17 ou 18 000 ans, les hommes étaient déjà capables, visiblement, de concevoir l'esprit des morts. Vous voyez, c'est ce dessin. Alors c'est une hypothèse, mais une hypothèse qui a l'air véritablement vraie, pour faire un truisme, qui à mon avis est la réalité. Ce vieux monsieur, ce vieux chercheur a trouvé quelque chose de fondamental. C'est que cet homme, cette représentation représente tout simplement un homme mort et son esprit à côté, et l'esprit est un oiseau. Vous le retrouvez aussi dans les romans de Martine, avec la corneille à 3 yeux, cet esprit qui est capable d'aller dans le futur et le passé, voir tout ce qui se passe. Et c'est vraiment l'oiseau, l'aigle, le rapace, celui qui observe, c'est en vérité l'esprit de l'homme qui parle, le verbe, par les notions de temps, est capable de se projeter dans l'espace et dans le temps, tout simplement. Et c'est pour ça que l'esprit est un oiseau et l'esprit est ailé, car il fonctionne, il se meut comme un oiseau dans l'espace, mais en plus il se meut dans le temps, par ces notions de temps que l'homme possède. Donc c'est pour ça que dans toutes les civilisations, ou quasiment toutes, on représente les esprits dans l'espace, on les perçoit dans l'espace, puisque c'est les notions de temps qui nous projettent dans l'espace, qui nous projettent où l'on veut, dans le passé, dans le futur, dans le ciel, où l'on veut, par le verbe. Et on peut regarder des représentations, ces représentations depuis la nuit des temps. Là, vous avez une petite déesse babylonienne, je crois que c'est assyrienne, sumérienne, alors voilà, Mésopotamie, celle-là, je crois. Attendez, c'est pas ça, ça c'est mes livres. Voilà, petite déesse, voilà, vous la voyez, ailée avec ses petites ailes derrière. Vous avez ensuite celle-là, un démon de Mésopotamie. Alors celui-là, il n'a pas l'air très sympathique. Voilà, un démon pas sympa, avec des ailes, oui, parce que les esprits se meuvent dans le temps, se meuvent dans l'espace, on ne les perçoit pas, mais ils sont esprits, comme l'homme est esprit par le verbe, en se projetant dans le futur et le passé. Voilà, vous avez encore un démon, un dieu mésopotamien ici, voilà, avec des ailes, comme un oiseau, les esprits oiseaux. N'oubliez pas le serpent à plumes, on vole. Pareil, vous avez au Tibet, voilà, des représentations d'esprits chassant, je crois, les démons. Alors ils sont laids, ils chassent le mal, voilà, mais avec des ailes. Au Tibet, on les retrouve partout, ces esprits ailés. Pareil, vous avez ici Tezcatlipoca, chez les mythologies aztèques, il est ailé aussi, voilà. On les retrouve, ces esprits que l'on ne voit pas, mais qui sont dans les cieux, donc qui sont symboliquement représentés ailés. Même les dragons sont dans les cieux, en Chine. Alors eux ne sont pas ailés, mais eux volent aussi. C'est toujours volant, un esprit, ça se projette, parce que le verbe nous permet de nous projeter dans l'espace et le temps, de voler, d'être partout. Voilà. Voilà. Nous avons les anges de la mythologie chrétienne, voilà, un bel ange
Ici, encore un ange, voilà, du Moyen-Âge. Voilà, la cathédrale de Reims, hein, voilà, c'est célèbre ange. Alors, il a été refait plusieurs fois, bien sûr. Ça sont des restaurations, mais cet ange, avec ses ailes, puisque ce sont des esprits, et l'esprit est dans les cieux, l'esprit se projette, et en vérité, c'est notre esprit qui se projette par les notions de temps. Voilà, encore un ange de l'Apocalypse, voilà, ici. Hein, voilà, bel ange de l'Apocalypse, représentation moyenâgeuse. Hein, en train de terrasser un démon. Voilà, c'est ainsi que les anges et les esprits sont souvent ailés, car les notions de temps dans notre langage nous permettent de nous projeter comme des oiseaux dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et c'est pour ça que l'éveil des consciences représente en fin de compte moi, jeune, en esprit, me libérant. C'est un symbole fort. Pourquoi il est ? Tout simplement parce que c'est l'esprit qui s'envole, l'esprit à mon effigie, un jeune plein de testostérone qui voulait sortir de sa condition et devenir un homme libre. Je me suis dessiné gamin là-dessus quand j'avais 24 ans. Voilà, c'était le jeune Fred en esprit. Voilà pourquoi les hommes conçoivent les esprits souvent ailés. Voilà pourquoi les chamans se conçoivent souvent volants. Hein. Voilà pourquoi aussi Martine, dans son très bon roman Game of Thrones, en français, la traduction, hein, je crois que c'est le songe de la glace et du feu en anglais, représente la corneille à 3 yeux, qui est un espèce d'esprit suprême, connaissant le futur et le passé, comme un oiseau survolant les hommes, se projetant dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'était Frédéric Delavier pour vous expliquer que tout ça est lié aux notions de temps que nous avons acquis par la bipédie et la libération des bras. Ce monde et des mains, hein, indiquant les directions, indiquant où l'on va, d'où l'on vient, indiquant le passé et le futur, et permettant de mettre des mots sur ces gestes, d'enlever les gestes et de se retrouver avec des notions de temps dans le langage qui font l'homme et qui lui permettent de concevoir les esprits et les dieux. C'était Frédéric Delavier. À bientôt et paix sur terre.